Ok, on reprend pour ce deuxième atelier. Donc on se retrouve pour parler, pour équiper nos systèmes d'IA d'une boussole. On va parler RAG et GraphRAG. Donc si ces mots ne vous parlent pas, quittez la pièce. Du coup, pour ceux qui n'étaient pas là sur le premier atelier donc, et qui n'ont pas vu mon intervention, je vais me représenter rapidement. Donc, je m'appelle Luc Moret, je suis consultant IA chez Datasulting et j'aurai la joie d'animer cette conférence avec Yann. Donc Yann, je te laisse te représenter rapidement. Donc Yann Lefranc, le dirigeant et le directeur scientifique de eScience Data Factory, une petite TPE sur Montpellier qui travaille dans les problématiques de gestion de données et l'IA et l'utilisation des données pour l'IA. Ok, donc on va voir aujourd'hui effectivement comment les GraphRAG peuvent nous aider à améliorer les performances classiques d'un RAG, RAG, Retrieval Augmented Generative. Donc on va faire une introduction rapide dans laquelle je vais rappeler les concepts liés au RAG. Et puis ensuite, je passerai la main à Yann pour intégrer donc les graphes de connaissances au RAG pour leur permettre d'augmenter leur performance. Et puis, on aura, alors malheureusement, on aura une partie démonstration qui va être un peu bridée puisque Yann avait fait sa présentation sur un Mac et malheureusement, on ne peut pas le connecter à notre système pour vous faire voir cette vidéo. Et puis ensuite, on terminera avec un échange avec vous pour discuter justement de votre façon à vous d'installer, d'intégrer les RAG dans vos usages et notamment comment les GraphRAG pourraient améliorer les performances de ces solutions. Du coup, pour rappel, donc, ici, qui n'a jamais utilisé un RAG? En fait, vous l'avez tous fait sans le savoir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous chargez un PDF de 50 ou 60 pages dans ChatGPT, ChatGPT, ce n'est pas une IA, c'est un outil qui s'appuie sur un modèle d'IA. Mais lorsque vous chargez ce document de 50 pages de PDF, l'interface ChatGPT, elle va faire plein de choses. Elle va extraire ce contenu, parce qu'on ne donne pas un PDF à un modèle d'IA. Le modèle d'IA, lui, il comprend des tokens, il comprend des vecteurs, il ne comprend pas du tout un document PDF. Donc il va y avoir tout un tas de traitements qui est réalisé au travers de cette interface, et notamment la mise en place à la volée d'un RAG sur la base de ce document. C'est ce que font aussi les systèmes d'agents IA que vous allez pouvoir retrouver dans les playgrounds de ChatGPT, enfin de GPT et d'OpenAI. Vous allez systématiquement, quand vous créez un agent et que vous lui attribuez une série de documents, il va automatiquement les mettre en RAG. Le RAG, c'est quoi donc? C'est cette possibilité d'augmenter la capacité d'un LLM pour qu'il réponde à des sujets spécifiques sur vos données. Quand vous utilisez un Large Language Model, un modèle de langage donc, au travers de ChatGPT, vous utilisez sa base de connaissances générale. Sa base de connaissances, c'est quoi? C'est l'ensemble du corpus de données sur lequel il a été entraîné. Mais ça veut dire que ce corpus de données, il est limité à un instant T, et surtout, il ne connaît pas la particularité de vos données à vous. Et bien, avec un RAG, on va pouvoir lui ajouter de l'information sans avoir besoin de rentraîner le modèle, sans avoir besoin de faire du fine-tuning. On a donc un utilisateur qui va poser une question. Cette question, elle va être vectorisée. Alors, c'est toute une partie de travail ici qui permet de faciliter la recherche. C'est pour ça qu'on fait des vecteurs. Pour rechercher dans une base vectorisée, c'est la partie retrieval. Et sur cette base vectorisée, on va identifier les X éléments qui sont les plus pertinents pour accompagner la réponse à la question que vous avez posée. On va donner ça à manger à un LLM, donc on va enrichir son contexte pour qu'il puisse répondre de façon pertinente à votre demande et on obtient donc une réponse. En gros, un RAG, c'est comme appliquer du Perplexity. Qui connaît Perplexity ici? Ok, pour ceux qui ne connaissent pas Perplexity, c'est un moteur de recherche boosté à l'IA. Qui dit moteur de recherche dit capacité à rechercher sur tout le web de l'information pour vous la restituer et vous aider à prendre une décision, à affiner, à faire une recherche. Eh bien, tout simplement, le RAG, c'est l'équivalent de Perplexity, mais appliqué à vos propres données, aux documents que vous aurez fournis à votre Large Language Model. Pourquoi on peut adopter un RAG dans nos systèmes d'information? J'ai vendu la mèche en introduction, effectivement. L'idée, c'est de pouvoir adapter la réponse du modèle sur vos propres données.
c'est aussi, en faisant ça, on va s'assurer que les réponses qui vont être fournies soient pertinentes et on va donc limiter les hallucinations. Les hallucinations, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien, elles viennent tout simplement d'une déficience de la base de connaissances de l'outil. Quand j'entraîne mon IA générative, quand je la crée, je lui donne un corpus de données, sauf qu'il y a des endroits dans cette base de connaissances qu'on va lui fournir qui sont moins fournis que d'autres parce qu'on va attaquer des sujets de niche, des sujets qui ne sont pas mainstream. Et quand on va interroger ce LLM sur ces sujets-là, eh ben, il va avoir tendance à générer une hallucination parce qu'il a moins d'informations pour pouvoir vous répondre de façon pertinente. Et bien, quand on va charger des données dans un RAG, dans cette base vectorisée qu'on va utiliser pour enrichir les réponses de notre LLM, tout simplement, on va pouvoir s'assurer qu'il a l'information pertinente. C'est juste que moi, je ne sais pas où la retrouver dans toutes ces données. Lui, il va avoir la capacité de faire la recherche et de me fournir une réponse pertinente. On a aussi toute la problématique de l'évolutivité et de la modularité qui va pouvoir être adressée par les RAG. Vous savez que pour créer, ou vous ne le savez peut-être pas, mais pour créer un modèle, un large language model, ça coûte énormément d'argent et ça prend beaucoup de temps. Donc ici, personne ne va créer son propre large language model. On va utiliser des modèles déjà existants et c'est ça aussi toute la force de l'IA générative par rapport à l'IA prédictive. Quand on veut créer un modèle pour faire de la prédiction, je vais prendre mes données, je vais travailler dessus, ça va me prendre 6 mois, ça va me coûter 50 000 € et peut-être que j'aurai un modèle qui sera en capacité de faire de la prédiction. C'est ça la réalité de l'IA prédictive. L'IA générative, elle, on vous la met à disposition dans un navigateur pour 0 €. La différence, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas à créer le modèle, on vous le fournit directement. Et ce modèle qu'on vous fournit, effectivement, il a une limitation. Je peux l'entraîner et continuer à le faire apprendre, c'est ce qu'on appelle du fine-tuning, sauf que je suis obligé de passer par cette phase d'entraînement, qui est certes moins longue que la phase initiale de création du modèle, mais qui est moins rapide et moins évolutive que d'utiliser un RAG qui va me permettre tout simplement d'apporter la connaissance à mon modèle sans avoir besoin de le réentraîner. Et enfin, on a une interprétabilité améliorée, parce qu'on va être en capacité, lorsque le RAG va répondre, de récupérer les éléments qui ont permis au large language model de fournir sa réponse finale. Côté architecture, comment on met en place un pipeline de RAG? Tout simplement, on reprend les différentes étapes que je vous ai montrées sur le schéma simplifié. Alors, je vous ai mis quelques technos et quelques outils qui peuvent être utilisés. Évidemment, tout ça évolue très vite et peut-être que dans 6 mois, de nouvelles solutions plus pertinentes seront apparues. Mais globalement, la première chose qu'on fait, effectivement, au travers des documents que vous allez leur fournir, la première chose, c'est extraire l'information qui va être stockée dans cette base vectorisée. Donc, on a toute une partie d'ingestion et de préparation des données. Et dans cette partie-là, il y a effectivement toute une partie de découpage de l'information pour la stocker dans des vecteurs. Ce découpage, ce qu'on appelle du chunking, c'est une étape qui est non négligeable et sur laquelle on reviendra par la suite. Une fois que j'ai mes morceaux de documents, je vais les vectoriser. Donc, on les transforme en vecteurs tout simplement parce que c'est une des façons de retrouver de manière plus rapide dans une base de données des informations. Une fois que j'ai découpé mes morceaux de texte et que je les ai vectorisés, on va les stocker dans une base de données. Et il y en existe plein. Et on peut d'ailleurs enrichir ce stockage avec des métadonnées. Et en l'occurrence, le GraphRag va nous montrer à quel point on peut faire des choses beaucoup plus pertinentes que de faire de l'utilisation de métadonnées. Et enfin, une fois que j'ai passé cette phase de récupération de l'information, je la passe à des grands modèles de langage. Et évidemment, vous les connaissez. On va avoir du Mistral, de l'Amazon, du Cohere, du OpenAI, du DeepSeek, du Meta. Bref, tous les grands langages de modèles, tous les larges langages modèles qu'on connaît. Il y a quand même des limites à cette utilisation. C'est effectivement que on a évidemment, et je l'ai dit tout à l'heure dans la session précédente, il y a toujours la problématique de la qualité des données. Donc on ne peut pas donner des documents qui sont mal qualifiés. On est obligé de s'assurer de la fraîcheur de l'information qu'on fournit. Sinon, effectivement, on aura des réponses qui ne seront pas pertinentes. On a aussi tout le problème de granularité. Donc je vous l'ai dit, on est obligé de découper le contenu qui sont dans ces documents avant de les stocker dans des vecteurs. Et en fonction de la façon dont on va découper ce contenu, on va se retrouver avec des problématiques de sémantique. Quand on a des textes trop longs, des chunks trop longs, effectivement, le contenu est bruité. Et quand on a des chunks trop courts, on va perdre du sens. On a des risques de redondance ou d'imprécision. Si plusieurs documents sont récupérés, effectivement, le LLM il peut être amené à extrapoler pour identifier les morceaux du document qu'il n'a pas récupéré. Et ça peut générer des problématiques de performance. Et enfin, on le sait, les LLM basés sur des RAG sont effectivement très pertinents pour répondre à des questions précises
qu'on pourrait adresser dans des types FAQ ou support documentaire. Par contre, dès qu'on a besoin de croiser des données en provenance de plusieurs documents, ça devient rapidement plus problématique. Du coup, Yann, je te laisse présenter cette partie révolutionnaire. Merci. Du GraphRag qui va nous permettre d'augmenter les performances d'un RAG classique. Donc, merci beaucoup Luc pour cette introduction sur le RAG. Donc, comme vous l'avez compris, l'idée du RAG, c'est que vous rajoutez à ce que c'est déjà le LLM vos données pour avoir des réponses qui vous permettent, qui seront plus sur ce que vous recherchez comme type de réponse et plus alignées avec vos recherches. Une façon de structurer la donnée, donc là on l'a vu, vous mettez des données PDF, ça se transforme en vecteur. À ce moment-là, vous allez faire du RAG avec des méthodes mathématiques, on appelle du calcul de similarité de vecteurs ou du calcul de similarité sémantique. C'est des gros mots, ça se fait automatiquement, donc ne cherchez pas à savoir, c'est trop compliqué. Une autre façon de structurer les données, c'est les graphes de connaissances. Les graphes de connaissances, ça existe depuis les années 70. Comme l'IA, on n'y pense pas, mais les premiers designs d'IA, c'est les années 50. D'accord ? Et donc, ça a été utilisé par les bibliothécaires, puisque les knowledge graphs, en fait, c'est une façon d'organiser l'information et la connaissance. Okay ? Ce qui a changé les choses sur les knowledge graphs, parce que ça restait très confidentiel sur des bibliothèques nationales ou sur des chercheurs, c'est en fait l'avenue du web. Le monsieur que vous voyez ici, c'est Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, ici à son bureau au CERN. Et quand il a créé le web, il a dit c'est chouette, j'ai un réseau de pages qui sont interconnectées les unes aux autres par des liens, donc je peux aller d'une page à une autre. Cependant, pour aller faire des recherches dans le web, c'est très compliqué du coup, parce qu'on n'a que des liens de pages et on n'a absolument aucune idée du contenu des pages. Sauf que moi, en tant qu'humain, je veux chercher sur le contenu. Donc si je veux chercher une recette de quelque chose, il va falloir que j'arrive à avoir l'information que dans cette page, on parle de recette. Et donc il a dit, si on crée un web des contenus et de la donnée. Et donc il a inventé, ou ils ont inventé avec plusieurs de ses collègues au sein du W3C, qui est l'organisme de standardisation du web, le concept de RDF, qui est un modèle de données très simple, qui représente l'information sous forme de ce qu'on appelle un triplet, où vous allez avoir votre data, 1, qui va être connectée à la data 2. Donc la data 1, ça sera le sujet, la data 2, ça sera l'objet, ça sera relié par un prédicat. Donc encore des gros mots, faisons simple. En gros, ce que vous faites, c'est que vous pouvez créer des petites phrases, genre « eScience Data Factory est basée à Montpellier ». Donc en gros, représenter l'information très très proche du langage naturel. En faisant ça, vous pouvez créer ces triples et les associer les uns aux autres et commencer à créer ce qu'on appelle une base de données de graphes. Donc cette base de données de graphes, elle sera basée sur des URL qui pointent sur la Joconde, Léonard de Vinci, dans Wikipédia, etc. Le problème, c'est que ça vient sans structure. Donc il faut rajouter une structure. Et cette structure, elle est ramenée par ce qu'on appelle des ontologies ou des modèles conceptuels. Donc le plus simple qu'on connaît tous, c'est des taxonomies. Donc là, je vous prends des exemples du quotidien, des taxonomies qui existent pour classifier les bières. Donc vous voyez, vous avez deux grandes classes, les Hall et les Lager. Et donc à partir de là, vous allez avoir des sous-classes qui vont dériver les unes des autres. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que ça, à partir de ça, vous pouvez classifier les bières en fonction de leur catégorie. Vous voulez maintenant savoir, par exemple, quels ingrédients dans quel type de bière. D'accord ? Et puis si cette bière, elle a eu une récompense, ici. Donc vous allez créer ce qu'on appelle une ontologie, où vous allez définir des concepts. Ces concepts, vous allez vraiment leur donner une définition. Cette définition, d'ailleurs, elle sera utilisable par le LLM, puisqu'elle est en format machine. Et vous allez pouvoir créer des relations entre les différents concepts. Par exemple, dire que la bière a tel ingrédient, que dans les ingrédients, il va y avoir la levure et les différents grains. Et vous pouvez lui connecter, bien entendu, une taxonomie pour le type de bière que vous avez. À partir de ça, quand vous prenez une base de données de graphes et que vous lui mettez une ontologie au-dessus ou une taxonomie, vous allez créer un graphe de connaissances. Et ici, je vous mets un exemple de graphe de connaissances pour supply chain. D'accord ? Où là, on va définir un inventeur, des produits, des clients, des livraisons, des livreurs, des vendeurs. Et donc vous allez pouvoir interrelier ensemble toutes ces informations, rajouter des paramètres supplémentaires qui sont là juste agrégés pour éviter que ce soit trop éclaté. Et ça va vous permettre de pouvoir commencer à poser des questions en disant je voudrais savoir quels sont les produits livrés par ce type de livreur.
Voilà. Et donc vous allez traverser ce graphe, poser des questions, et il va vous retrouver l'information. L'avantage de ce type de choses, c'est que ces informations, souvent, elles sont dans différents systèmes d'information. Voilà, elles sont dans différents silos. Et donc là, avec ce système de graphe de connaissances, vous pouvez interconnecter les informations qui sont dans différents silos et aller les parcourir pour pouvoir poser des questions qui récupèrent des informations dispersées. Donc évidemment, le bénéfice, c'est que ça va demander à faire une ontologie, donc de se mettre d'accord tous ensemble sur des définitions. Par exemple, qu'est-ce que c'est un client, qu'est-ce que c'est un produit, qu'est-ce que c'est un livreur. Parce que dans chacun a sa perspective, donc c'est compliqué. Donc le plus simple, c'est d'arriver, de s'asseoir autour de la table et définir les concepts tous ensemble. Ces concepts-là vont être utilisés pour annoter vos données. Donc au lieu d'avoir des tableaux Excel où vous allez avoir des noms de colonnes qui sont tous différents mais qui parlent de la même chose, que vous allez devoir ensuite essayer d'agréger, faire des liens, etc. En fait, tout est nommé de la même façon, c'est beaucoup plus facile. En plus, vous pouvez modéliser les processus de l'entreprise et une des caractéristiques des knowledge graphs, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'inférence. C'est-à-dire que si dans votre base de données, il manque des liens, des informations, en fait, il va pouvoir vous détecter ce manque d'informations et recréer cette information. D'accord ? Donc à partir des informations qu'il a, il est capable de vous redonner des informations supplémentaires. Et après, quand on commence à pousser les modèles d'ontologie, on peut rajouter de la logique, on peut rajouter des process, et à ce moment-là, vous pouvez commencer à avoir même du raisonnement. Il faut savoir que les ontologies et les systèmes de graphes de connaissances, c'est un autre aspect de l'IA dont on parle très peu, qu'on appelle l'IA neurosymbolique. Un des présentateurs au tout début, Predict, ils utilisent ce qu'ils appellent des systèmes experts. Grosso modo, une ontologie, c'était un des modules du système expert. Voilà. Donc après, vous pouvez utiliser toute cette stratégie pour connecter vos différents types de sources, créer des taxonomies, transformer en ontologie, vous créez votre graphe de connaissances, et à partir de là, vous pouvez l'utiliser pour faire du RAG. Donc dans le RAG classique, ce qu'on faisait, c'est qu'on lui donnait les données qui étaient vectorisées, et il les utilisait, il allait chercher, faire des requêtes dans ces vecteurs, et il s'en servait pour vous donner la réponse dans son prompt. Et là, vous faites des requêtes directement sur le graphe, puisque le graphe est requêtable comme n'importe quelle base de données. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher dans le graphe, poser des questions au graphe, récupérer les informations et vous les restituer. Donc là, un petit comparatif entre RAG classique et GraphRAG. Donc du coup, en fait, les deux approches, dans un cas, on a des données non structurées qu'on donne au graphe, qu'on vectorise, on fait des petits bouts, etc. Dans l'autre côté, vous avez des données qui sont structurées, donc du coup, il n'y a pas besoin d'avoir de problématiques de granularité dans ce cas-là. Vous pouvez faire des requêtages. Ce qui est super important, c'est que la comparaison en fait de la précision des réponses qui vont être données. Donc avec un RAG, c'est nettement meilleur que juste avec un LLM classique. Par contre, si vous lui mettez un graphe, à ce moment-là, vous passez à 95%. Donc ça, c'est des données qui m'ont été données par des partenaires. Jarod Knowledge Science avec Vincent, qui sera sur mon stand et pourra faire une démo, et GraphWise, qui est un de nos partenaires, qui est un vendeur de technologie GraphDB, dont je vais parler rapidement. Donc pour la démo, je suis désolé, je ne pourrai pas vous montrer la vidéo, mais je peux vous faire la démo en live direct. L'idée, c'est qu'on a voulu faire une petite démo simple. Nous aussi, dans notre entreprise, on a tout un tas de process qu'on veut automatiser, on veut gagner du temps. L'idée de l'ULLM, et c'est ce qui a été discuté précédemment, c'est de commencer par des petits pas, la data c'est ça, mais du coup c'est surtout de me faire gagner du temps. Nous, dans notre entreprise, on participe à des projets de recherche européens financés par la Commission, c'est de l'argent public, donc on a des contraintes de reporting assez tendues qu'on doit faire de façon très régulière, et donc on y passe beaucoup de temps à aller éplucher les fiches de paye, les feuilles de temps, etc. Donc si on pouvait automatiser tout ça, parce que les données, on les a dans nos systèmes d'information, et les donner à une IA de façon à lui dire, écoute, sur telle période, dis-moi quels sont les montants dépensés pour le personnel sur ces projets, quels sont les déplacements qui ont été faits, quel coût, etc. De façon à ce que moi, je prenne cette info, je la donne à la Commission européenne, ils sont contents, et moi, j'ai perdu beaucoup moins de temps, parce que ça peut me prendre plusieurs jours quand même. En tout cas, ça rend fou mon assistante. Donc on a fait un petit test, on s'est dit on va commencer, comme on disait, des petits pas. On a fait un cas d'usage où c'est une boîte factice qui fait étonnamment du conseil dans l'IT. On a des données, des fiches de paye, des comptes rendus de réunion, des feuilles de temps, des frais de mission et factures, les CV des employés. D'accord ? Ça aussi, tout factice est généré.
Et ce qu'on a voulu faire, c'était comparer justement, puisqu'on est en train de parler de la comparaison RAG, graph-RAG. Et donc, on a mis en place trois approches IA, un LightRAG sans graph. Donc LightRAG, c'est une solution open source pour faire du RAG. Donc vous pouvez y aller, c'est sur GitHub, vous pouvez l'utiliser, c'est assez facile à déployer et à utiliser. La solution LightRAG fait des graphes avec une autre base de données que celle qu'on utilise nous, qui s'appelle Neo4j. Dans le cas de LightRAG, ce que LightRAG va faire, c'est qu'il va prendre vos données, il va les couper en chunks, et il va automatiquement créer le graphe lui-même. Donc il va établir ses relations lui-même. D'accord ? N'oubliez pas qu'une IA, c'est un modèle statistique. Donc s'il y a plusieurs fois une relation qui apparaît dans les documents, il va les trouver, et s'il n'y en a pas, il ne les trouvera pas. Et l'autre solution, c'est d'utiliser la solution de notre partenaire GraphWise, donc GraphDB, qui a un système qui permet de parler directement au graphe avec un LLM qui se connecte sur ChatGPT. Et en gros, on a fait les trois conditions avec le même LLM, le même modèle, ChatGPT 4.0 mini, de façon à pouvoir avoir quelque chose qui soit comparable. Et donc, on leur a donné le même jeu de données, et on a posé 4 questions. La première, pour chaque employé, donne-moi son salaire. Donc quand on demande ça à LightRAG sans graphe, incapable de répondre. Quand on lui met le graphe qu'il a généré lui-même, il nous trouve 3 employés sur 4. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Mais bon, il m'en manque un 4e. Quand on le fait avec GraphDB et Talk to Your Graph, et notre ontologie, puisque en fait notre graphe est enrichi avec l'ontologie qu'on a fait sur la data, là, il nous trouve parfaitement les informations des 4 employés, leur salaire. Il nous donne même le salaire brut, le salaire net et les charges. Incroyable. On ne lui a pas demandé, mais il le fait quand même. La deuxième question, c'est pour chaque employé, donne-moi sa liste de compétences. On a les CV. Et donc du coup, quand on demande à LightRAG avec et sans graphe, il ne comprend pas. Compétences, c'est pas quelque chose qu'il a repéré dans les CV. C'est nommé différemment, donc forcément, lui, il ne comprend pas. Donc il nous ressort rien. Par contre, comme on l'a modélisé dans notre graphe, du coup, quand on fait du GraphDB, il nous sort la liste exacte de toutes les compétences. La troisième question, c'est classe par ordre décroissant les employés qui ont effectué le plus de tâches en les classant par projet. Donc l'entreprise a 2 projets clients, d'accord ? Et ces 2 projets clients, on a des feuilles de temps avec des tâches et on compte le temps passé sur le projet en personnes jour. Et donc, ils remplissent ces feuilles de temps. Et donc, on leur demande de nous afficher le montant de personnes jour utilisées et le montant de personnes jour consommé en pourcentage. Donc, en gros, vous avez un projet client, on a facturé 200 jours hommes sur ce client, et donc on veut savoir combien il nous reste sur cette facturation ou en temps à faire. Donc, quand on le fait avec LightRAG ou LightRAG avec le graphe, on n'a rien. Ça demande du calcul, c'est du croisement d'informations. Avec la solution avec le knowledge graph généré automatiquement, il nous sort des trucs, mais c'est quand même à côté. Donc c'est plutôt de l'hallucination. Par contre, avec le graphe qu'on a modélisé nous, du coup, en fait, il nous donne la réponse exacte. Il nous les classe par ordre, il nous les classe même par projet. Et il nous calcule le pourcentage consommé. Donc on est même capable de pouvoir faire de la gestion de projet. Et enfin, la dernière question qu'on a posée, c'est quel est le montant total que le projet MigraCloud, qui est un des projets, coûte pour l'entreprise. Donc en gros, on essaye de savoir combien de salaires on a consommé sur ces projets. D'accord ? Et donc on lui dit, tu nous le calcules à partir des personnes jour assignées sur les tâches et les fiches de salaire. Donc, LightRAG et LightRAG avec Graph, ça ne marche pas. Par contre, avec GraphDB, en fait, il est capable de nous le calculer. Mais là, dans notre prompt, on ne lui a pas dit en fait, que pour calculer le nombre de personnes jour par mois, et donc de calculer le coût journalier d'un employé, il fallait diviser par 20 jours ouvrés. Et en fait, il le fait automatiquement. C'est-à-dire qu'on exploite aussi l'information qui est contenue dans ChatGPT, et ChatGPT nous ressort que pour faire le calcul, il nous explique d'ailleurs comment il fait le calcul, et il nous dit, on a pris 20 jours ouvrés, donc du coup, on a divisé par 20, et voilà le cours journalier, là il y a tant de jours, et il nous calcule tout. Incroyable. Donc si vous voulez voir la démo live, on est sur notre stand. Je pense que moi je vais m'arrêter là. Mais donc je vous invite à venir sur le stand. On avait une autre démo qui pourra vous être faite sur le stand, qui sera faite par Vincent. Vincent est un des fondateurs de Jarod Knowledge System.
ils construisent des ontologies qu'ils mettent dans des graphes qui connectent à des IA. Donc en gros, on fait la même chose, c'est pour ça qu'on est partenaire. Et eux, ils ont une ontologie qui décrit ce qu'on appelle le Product Line Management, qui est une ontologie assez complète. Et derrière, dans la démo qu'on n'a pas pu montrer non plus, de toute façon, on ne pouvait pas passer de vidéo, c'est que derrière, vous allez pouvoir poser des questions assez pointues au LLM, genre, par exemple, quelles seront les pénalités de retard si mes fournisseurs ne me livrent pas les pièces, etc., etc. Donc, je vous invite à venir sur le stand. Et maintenant, si vous avez les moindres questions, ben, n'hésitez pas. Je crois qu'il nous reste du temps. Hein. Oui, on est bon pour quelques questions. Donc, allez-y, soyez pas timide. Oui. Alors, ce sont deux types de graphes différents. Donc, dans les représentations, c'est toujours pareil. Hein, c'est un nœud, une relation et un objet. Donc, on a un sujet pareil. La différence, c'est que Neo4j est ce qu'on appelle un property label graph. Donc, on va rajouter des informations en plus sur la relation. Donc, par exemple, si je dis que telle personne a été élue pour tel comité, on peut mettre la date de l'élection, le nombre de votes, puisque ça se relie à la propriété. Dans un graphe classique, graphe DB RDF, c'est un peu plus compliqué, cependant, parce qu'il faut passer par... Enfin, c'est pas prévu. Mais du coup, on peut maintenant le faire aussi, puisqu'il y a les standards qui ont évolué. Donc on a une autre version de RDF qui fait exactement la même chose. Donc après, je pense que la différence, c'est pas Neo4j ou GraphDB. Neo4j nous aurait donné des réponses à peu près équivalentes. Parce qu'en fait, ce que fait le LLM, c'est que, en tout cas sur le modèle de base, hein, sur les petites questions qu'on a, nous, il aurait largement pu le faire. Sur des modèles plus compliqués où il y a de la logique, il n'aurait jamais fait, puisqu'on ne peut pas vraiment mettre d'ontologie dans Neo4j. Du coup, la différence, elle vient surtout du fait que le LLM crée le graphe lui-même. Et donc, comme je disais, c'est un outil statistique. Un LLM, ça n'a absolument rien d'intelligent. C'est débile comme ses pieds. C'est juste un modèle statistique des données qu'on lui a données. ChatGPT a été entraîné sur, en gros, toutes les données qu'ils ont pu siphonner du web. Et derrière, il a fait des relations statistiques entre les trucs. C'est pour ça qu'il hallucine. Parce que des fois, il a vu des choses apparaître. En fait, elles n'auraient jamais dû être ensemble. Et puis lui, il a dit, ouais, c'est important, je le garde. Donc c'est plus l'approche que la base de données. Après, Neo4j aura des limites pour certaines questions, puisque du coup, comme il n'y a pas d'ontologie, il n'y aura pas de vraie logique. Donc derrière, le raisonnement logique sur des réponses complexes, ça ne passerait pas. Ouais. Oui. Ouais, j'ai peut-être une question technique et une question résultat. Sur le plan technique, on a une requête qui est souvent quand même en texte libre. Si on ne passe pas par un plongement, comment on fait? Et juste une deuxième question, est-ce que ça marche bien sur les dossiers européens de financement que vous évoquiez, par exemple? Alors ça, on a un stagiaire qui travaille dessus, je vous dirai ça dans 3 mois, pour les financements européens, mais c'est l'idée. Hein. Et la première question, c'était, Donc, du coup, comme on a une requête en texte libre, ouais. Souvent l'utilisateur, comment on fait sans plongement pour aller envoyer ça sans un embedding, pour aller envoyer ça dans une base graph qui n'est pas forcément construite? Alors, la façon dont c'est fait, techniquement, je ne me souviens plus vraiment du pipeline, mais ce qui va se passer, c'est que vous rentrez une requête en texte libre et le LLM va vous la convertir en requête. Voilà. Donc, il va aller quand même requêter dans le graphe pour regarder les concepts, puisqu'ils seront dans les questions. Donc, ce qui lui permettra de pouvoir identifier comment il va structurer la requête. Et derrière, quand vous travaillez avec GraphDB Talk to Your Graph, quand il vous donne une réponse, vous pouvez voir la requête. Donc, un des avantages d'utiliser aussi le graphe, c'est qu'il y a une traçabilité sur la réponse. Vous savez comment il a obtenu la réponse, ou même pourquoi il se trompe. Alors, il nous est arrivé, puisque évidemment, c'est l'effet démo, on fait une démo et puis on veut que ça marche. Il arrive des fois que le LLM, il ne comprend pas la question et il ne pose pas les bonnes requêtes au graphe, donc il faut juste relancer ou démarrer un nouveau prompt. Et là, il recommence et des fois, il arrive à repartir. Donc, ce n'est pas 100% parfait. Dès qu'on travaille avec le LLM, j'ai essayé de faire une image pour la prochaine présentation. Je lui ai demandé de me faire des trucs. Il m'a rendu des choses. Je me suis demandé, mais comment Enfin, je t'ai pas du tout demandé ça. Par contre, ce que je t'ai demandé, tu l'as pas fait. Et tu m'as enlevé des éléments que je voulais que tu gardes. Donc, voilà. Donc, ça reste du LLM. Merci. Je me permets juste un complément. En fait, il n'y a plus de base vectorielle. Le LLM est utilisé comme un outil qui remplace l'expertise de l'ontologue.
C'est-à-dire que l'ontologue, c'est non seulement le design de l'ontologie, comme vient de le montrer Yann, mais c'est aussi son utilisation qui faisait que c'était un outil peu utilisé. Là, le LLM permet de le démocratiser. Donc en fait, l'ontologie, c'est de l'IA symbolique, et l'IA générative est utilisée pour utiliser la puissance de l'IA symbolique. Donc il n'y a plus tous les problèmes liés à du big data amélioré, en fait. Merci Vincent. Merci. Une dernière question? Ou on conclut? Oui, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que ces approches vont apparaître dans des outils sur l'étagère, plutôt commerciaux, assez rapidement, ou on est vraiment dans un monde qui est cloisonné? Alors, les outils de graphe, ils existent déjà. Parce qu'en fait, les outils de graphe qui sont présentés là, c'était une société qui s'appelle Ontotext, qui vient de faire un merge avec une autre société qui faisait le sémantique, donc les ontologies, qui s'appelle c'est Semantic Company, hein, Semantic Web Company en Autriche. Ils ont créé GraphWise, justement, pour faire ce genre d'approche. En fait, tout est intégré. Nous, on a juste le front-end de GraphDB et on parle à notre graphe. Après, pour tout ce qui est génération de l'ontologie, ben, il faudra le faire. La transformation des données, il faudra le faire vous-même. Parce que ça, ben, c'est ce que je discuterai dans la prochaine session. Ça fait partie de la gouvernance de vos données, il faut y réfléchir. On a des données qui sont générées partout, elles sont rarement documentées, elles sont dispatchées un peu partout. Donc il faut essayer de réfléchir en fait en avant, comme partie de la stratégie, sur comment je vais organiser ma donnée, comment je vais la documenter aussi. Et pas juste filer un fichier et pas dire ce que c'est, ce qu'il y a dedans ou quoi que ce soit, pour ensuite pouvoir améliorer le passage justement à des approches IA graph ou des approches IA tout court, parce que justement ça force à structurer. Donc ça fait aussi partie de la gouvernance, et ça malheureusement, bien sûr, des solutions techniques on en aura toujours, mais la mise en pratique de ces choses-là au niveau de la data, il y a une énorme composante humaine et organisationnelle qui ne pourra jamais être remplacée par des outils. Voilà. Donc par exemple, nous, une partie de notre travail, et j'imagine que c'est la même chose pour Vincent, c'est d'aller travailler avec les gens de l'entreprise pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent faire avec leur ontologie, ensuite d'aller parler aux différents métiers pour essayer de collecter les concepts importants, etc., de façon à commencer à construire l'ontologie. Et en fait, ce n'est pas nous qui la construisons. Nous, on fait juste que l'implémentation. C'est l'équipe, c'est l'organisation elle-même qui se dit, ouais, si on appelait tous un chat, ça serait tellement plus facile. Voilà. Après que vous vouliez passer sur un graphe ou pas, il y a des méthodes, par exemple, où vous n'êtes pas obligé de transformer votre donnée. Votre donnée, elle peut rester dans votre base de données telle qu'elle est, et on peut lui connecter un graphe dessus en faisant ce qu'on appelle des mappings. Et donc, en gros, elles ne sont pas dans le graphe, on appelle ça de la virtualisation. Donc, je peux faire une requête à travers le graphe avec mon ontologie, mes termes, etc. Et derrière, ça ira directement faire la requête sur votre base de données pour récupérer la donnée qu'il veut. Ce qui aussi allège la taille du graphe, parce que ça peut très vite être gros. Donc après, bien sûr, je pense qu'il y a des solutions qui vont se développer pour essayer d'automatiser un certain nombre de ces process. Il y en a déjà qui existent. Nous, GraphDB, c'en est un exemple. Après, j'ai travaillé avec d'autres qui ont des approches similaires. Voilà. Ok, merci beaucoup Yann. Je vous remercie à tous pour votre attention. Et puis, écoutez, je pense qu'on va se diriger vers la... Ah oui, pardon. Vous pouvez évidemment continuer à nous aider à améliorer les présentations et les ateliers que nous faisons au cours de l'événement Cultive ta Data. Donc je vous encourage à scanner le QR code et à nous laisser vos retours. Et puis ensuite, effectivement, vous pourrez vous diriger vers l'esplanade sur laquelle nous sera servi, donc je pense, le repas par Traiteur Grand. Merci beaucoup. Et puis merci à tous.